Hello à tous et bienvenue dans Inside Banking, le podcast qui fait décoller ta culture financière. Je suis Richard Michaud, j'ai 30 ans et je suis Top Voice Finance sur LinkedIn. Dans Inside Banking, le podcast, je te partage ma passion pour le secteur financier et je donne la parole à des acteurs de la finance au parcours inspirant qui portent des valeurs fortes et vont t'apporter des éclairages sur les grands enjeux du secteur. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi sur tes plateformes d'écoute préférées. Si tu aimes le podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles et partage cet épisode à au moins 3 de tes contacts. Sur ce, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bonjour Thibaut, je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans Inside Banking, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de finance d'entreprise, ça va changer un petit peu, c'est la première fois qu'on aborde ce sujet sur le podcast. Tu es courtier en placement de trésorerie pour entreprise, tu vas nous expliquer ce que c'est parce que souvent on connaît les courtiers plutôt dans la partie immobilière pour les clients particuliers. Là, c'est complètement différent. Tu vas nous expliciter un petit peu les accompagnements que tu proposes, les produits et les enjeux finalement des entreprises en matière de finance. Tu vas aussi nous présenter ton parcours, parce que tu as travaillé avant de lancer ton entreprise Money Invest dans la finance, notamment chez le groupe BNP Paribas et chez Regnology sur les sujets réglementaires. Ça m'intéressera de savoir ce que tu faisais et de comprendre la transition entre cette carrière de salarié dans des grands groupes, banques ou cabinets et le passage finalement à entrepreneur dans la finance. Si ce programme te convient, Thibaut, je te propose tout de suite une première question très simple. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du podcast ? Bonjour Richard, merci déjà pour l'invitation, c'est un honneur. Je me présente, donc moi je suis Thibaut Juglaret, j'ai 32 ans, je suis un jeune papa d'une petite fille qui a 5 mois. Je suis fondateur et dirigeant de Money Invest. Money Invest, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans le placement de trésorerie. Donc on est tout simplement courtier, broker pour mettre en relation les partenaires financiers avec les entreprises qui ont des besoins pour faire travailler leur cash. Voilà en quelques mots. Très bien. Et quel est ton parcours, ou d'où est-ce que tu viens, un parcours personnel et puis tes débuts professionnels? Alors, je suis originaire de Lyon, donc j'ai fait mes études à Lyon, je suis un Lyonnais. Donc j'ai fait mes études à Lyon, j'ai fait une école de commerce, un master finance, parce que j'ai toujours été un passionné de la finance au sens large, on va dire même environnement macroéconomique, l'actualité internationale, etc. À la suite de ces études, je suis parti à Paris, où j'y ai vécu pendant une petite dizaine d'années, où j'ai directement intégré des éditeurs de logiciels. Donc on reviendra là-dessus, mais des éditeurs de logiciels spécialisés dans le traitement de l'information financière, fiscale et réglementaire pour les institutions financières européennes, donc les grands groupes bancaires, assureurs, mais également les sociétés cotées en bourse, CAC 40, SBF 120. Et aujourd'hui, je vis dans le sud de la France aujourd'hui. Pour des raisons purement de conditions de vie, soyons clairs. Et le reste de la semaine, du coup, je suis quand même de retour à Paris et à Lyon parce que c'est là où je fais le gros de mon activité. Très bien. Alors justement, ces premières expériences professionnelles en éditeur de logiciels et chez BNP Paribas, est-ce que tu peux nous les raconter? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Oui, tout à fait. Alors la partie BNP Paribas, c'était une branche du groupe BNP qui était BNP Personal Finance. Anciennement, on va dire, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais anciennement, c'était la partie du crédit CTLM. Donc en fait, j'ai intégré cette partie BNP en tant que, on va dire, job étudiant. Donc qui m'a permis en fait de faire mes armes et de faire un petit peu de gagner de l'argent aussi pendant mes études, parce qu'il faut savoir que moi j'ai fait un crédit pour faire la partie d'école de commerce. Donc j'ai directement, on va dire dès le début dans ma jeune carrière, compris l'intérêt de devoir s'endetter pour investir sur soi ou ailleurs, et du coup rembourser derrière ce crédit-là. Donc j'ai intégré le groupe BNP Personal Finance à Lyon. Alors ça a été très formateur, très rude, on va dire, parce que c'est tout simplement un job où j'étais donc commercial là-bas, comme on peut appeler ça, où on appelle les gens parce qu'en fait, ils n'ont pas remboursé ça va de une mensualité à 6 ou 7 de mémoire. Et en fait, ils sont dans un cycle, donc ils sont en cours de redressement. Il y a plusieurs phases, mais ils ont besoin c'est des personnes qui ont fait des crédits à la consommation, donc crédit qui est pas forcément ce que je préconise du tout.
clairement. Donc à l'époque, il y avait pas du tout le paiement en 4 fois ou 3 fois sans frais, il faut le savoir aussi. Ça a beaucoup changé depuis, et tant mieux. Mais ça a été une aventure assez rude parce que voilà, quand il faut faire, faire payer quelqu'un un 24 décembre, 500 € d'une mensualité et que, parce que c'est notre métier, on est obligé de le faire, que la carte bleue passe et que derrière, la personne nous dit: «Bah, merci, mais comment je vais faire pour passer Noël avec les enfants?» C'est pas simple. C'est pas simple. Par contre, ça a été très formateur pour moi, aussi bien sur l'importance, du système financier bancaire, comment il fonctionnait, et aussi de se rendre compte un petit peu de mes propres yeux, en fait, bah, la dureté, on va dire, de la vie, quand on n'a pas forcément les moyens ou qu'on vit au-dessus de ses moyens ou enfin voilà, tous ces éléments-là, on est obligé entre guillemets de faire un crédit conso. C'est quelque chose qui est assez rude, mais qui était très, très formateur par contre, pour le coup. Donc ça, je remercie cette expérience-là parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Hem, Pendant mon lycée aussi, j'ai eu la chance en fait de pas mal voyager. Pendant le lycée, j'ai fait une mission humanitaire, au Bénin pendant 15 jours, qui elle aussi m'a ouvert les yeux parce que, quand on la seule interrogation qu'on a, quand on se lève, c'est savoir: «Est-ce que je vais pouvoir manger ou boire, aujourd'hui?» Ça permet d'avoir une vision du monde, qui est un peu différente. J'ai eu la chance et l'opportunité de pas mal voyager. On reviendra dessus, mais notamment pendant mes études, voilà aussi, où j'ai passé 1 an en Argentine, donc où j'ai profité pour voyager, alors au Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay, qui est d'ailleurs l'Amérique du Sud est un continent, super, mais qui aussi permet de te rendre compte de la chance, qu'on a de vivre en France, dans un pays développé, même si tout n'est pas rose, loin de là. On reviendra aussi dessus, sur certains sujets. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Très clair, je pense que ce que tu as décrit donc chez BNP Paribas, c'est une expérience en recouvrement, donc c'est quand les personnes ne payent pas effectivement et c'est une fonction qui est pas très drôle, mais qui est néanmoins, importante, indispensable. Quand on prend un crédit, on s'engage à la rembourser. Il peut y avoir des situations compliquées, il peut y avoir aussi des échelonnements, des choses comme ça ou des jugements à la fin. Mais voilà, il y a des gens qui font ça, c'est un vrai métier, c'est pas facile et néanmoins, c'est un métier essentiel, à l'économie. Et après, tu as parlé un petit peu donc de tes expériences perso, des voyages en Argentine, notamment parce que c'est un pays où la situation monétaire est compliquée. Est-ce que c'est ce genre d'expérience qui t'a finalement poussé vers la finance? Tu as dit rapidement, ça t'intéressait. Est-ce que c'est ça qui t'a dit, bah, finalement, voilà, l'importance de structurer un budget, préparer son avenir financier, s'intéresser à ces sujets pour bah, finalement piloter sa vie ou être en maîtrise de sa vie? Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de travailler en finance? Alors c'est un tout, ça en fait partie. Les voyages m'ont poussé vers cette partie finance, que ça soit, dans des pays, comme les États-Unis ou même, en Argentine justement, où en Argentine, bah, la partie, le contexte financier et économique, alors c'était avec l'ancienne présidente, pas le président qui est aujourd'hui, mais c'était assez particulier, surtout pour un Européen, parce qu'on a vécu en 1 an à peu près, on va dire une dizaine d'inflations, où on se lève et le prix a augmenté de plus 20, plus 30, avec différents taux de change. Qui est assez inimaginable pour nous, hein. Ouais, nous, non, c'est i et les Argentins, pour eux, c'était normal, mais pour nous, ouais, c'était assez étonnant. Parce qu'il faut se dire, 100 d'inflation, les prix doublent, hein, donc si les prix doublent du jour au lendemain, nous, on a connu une inflation, entre 5 et 6 on le voit finalement dans notre quotidien. Là, c'est un autre niveau, hein. Oui, oui, puis là, c'est vraiment de manière, très impartiale. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, il y a tel produit qui a augmenté de 20, l'autre, il a augmenté, mais pas forcément de 20 que de 10. Alors voilà, c'est vraiment aléatoire, donc c'était assez complexe et pareil pour le taux de change parce que nous, on arrivait avec des euros et il y avait 3 taux de change, en fait, à l'époque, nous. Donc on avait le fameux taux où on arrivait avec du liquide sur nous, ce qu'il fallait faire, pour échanger. Donc on pouvait échanger directement dans la rue, donc c'est une expérience assez inédite, mais c'est plutôt, c'est là où on avait les meilleurs taux, voilà. À l'époque, on était, je crois, aux alentours de 18, donc en gros, 1 € égale 18 pesos. Ensuite, on avait le taux où on prenait via des organismes, type Western Union ou Asimo à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Mais voilà, pareil, on devait aller au fin fond des centres commerciaux, on repartait avec des liasses de billets, enfin c'était assez dingue, pour des Européens
Et ensuite, on avait le dernier taux qui était le moins intéressant, mais qui était celui où on devait retirer de l'argent directement au distributeur des banques. Voilà. Et en gros, on était à peu près à 11. Donc il y avait quand même un gros écart. Et en sachant que tous ces taux, forcément variaient d'un jour à l'autre. Donc ouais, non, ça a été une super expérience, notamment pour la partie finance. Après, il y a aussi tout le contexte un peu personnel. Voilà, pour faire des études, il faut faire un crédit, se rendre compte. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir une mère qui a beaucoup joué sur moi, donc qui est entrepreneuse aussi, donc qui m'a un peu a pas compris les rouages, mais qui m'a expliqué que voilà, l'argent avait une valeur, la valeur du travail était très importante, qu'on n'avait rien sans rien, et que du coup, voilà, faut le risque, on va dire, comme on dit en finance, le rendement risque reward, voilà, c'est risque rendement, c'est quelque chose, le ratio, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, c'est surtout un tout qui a fait cette expérience-là, qui m'a poussé vers la finance, en plus de ma curiosité personnelle. Et si on revient justement à ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a amené, donc tu as expliqué BNP Paribas, qu'est-ce qui t'a amené à passer à Regnology, qui est un leader mondial de reporting réglementaire et dans lequel tu es resté 6 ans? Alors, à l'époque, ça s'appelait pas Regnology, ça s'appelait Invoque, qui était une PME française. Pour être totalement transparent avec toi, moi, ce que je recherchais à la fin de mes études, c'était la partie finance en B2B et si possible avec une partie tech. À l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui où la tech fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Et du coup, je suis tombé, on va dire, un petit peu quand même, faut le dire, par hasard, parce que je savais pas du tout ce qu'était qu'un progiciel spécialisé dans le traitement d'informations financières, fiscales et réglementaires. Donc du coup, avec un format spécifique informatique, XBRL, etc. Donc du coup, c'est comme ça que je suis arrivé un petit peu chez Invoque. Et avant, j'avais fait un stage de fin d'études de 6 mois en gestion de patrimoine dans un cabinet. Donc là, j'étais, alors j'avais pas les habilitations à l'époque, donc j'étais plutôt, on va dire, assistant en tant que, j'étais pas gestionnaire patrimoine parce que j'avais pas le droit. J'étais plutôt assistant justement du responsable de la gestion de pat. Et le métier m'avait beaucoup plu. Par contre, la partie B2C, expliquer à quelqu'un comment fonctionne un fonds euro, etc. Enfin, on reviendra dessus, mais le manque d'éducation financière est assez important quand même en France. Et cette partie-là il y a quand même des choses où faut arriver à pas faire de conflit d'intérêts faut quand même pouvoir gagner de l'argent, parce que c'est quand même la base de notre métier, enfin de tout le monde quand on se lève le matin, parce que on gagne pas d'argent pour dire qu'on gagne de l'argent, faut payer les factures derrière, peu importe les factures, et aussi que ça aille dans l'intérêt du particulier. Et parfois la ligne est assez fine. Et donc du coup, moi j'ai toujours voulu faire du B2B avec les entreprises, parce que c'est ce qui m'attire. Et j'ai atterri chez Invoque, qui a été racheté par Regnology, notamment, en effet, leader européen. Là, le métier était un métier de sales, où j'ai gravi un peu les échelons étape par étape, où en fait, pour faire simple, les établissements financiers ont des exigences réglementaires qui sont demandées auprès des organismes au niveau national et européen. Donc au niveau national, c'est la CPR et l'AMF, Autorité des marchés financiers. La CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui derrière envoie ces données-là à l'organisme au-dessus, donc européen, type EBA, PCE. Et par exemple, pour une banque, elle a un bilan, un compte de résultats, etc. Elle doit suivre une certaine norme dans ses bilans et ses comptes de résultats, pour faire simple, avec des ratios, avec des contrôles. Et donc, le logiciel que je proposais à ces institutions-là permettait de respecter tous les contrôles et ensuite d'envoyer la partie réglementaire du reporting auprès des instances dans un format informatique qui s'appelle le XBRL. Donc, c'est un format un peu spécifique et c'est tout simplement un format pour que tous les établissements puissent être comparés au même niveau. Parce qu'une banque chinoise qui a sa succursale à Paris, elle n'a pas un compte de résultat et un bilan sous forme de plan français, on va dire. Donc, en fait, ça permet justement de baliser tout ça et d'avoir les bonnes données. Et la même chose pour la partie des sociétés cotées en bourse, CAC 40, SBF 120.
donc notamment reporting ESEF. Le reporting ESEF qui est un reporting en fait c'est les données financières des entreprises. Donc avant c'était sous forme de PDF on va dire uniquement. Maintenant c'est rendu public en ligne et justement pareil on balise les données sous un autre format qui s'appelle le iXBRL. C'est juste un format informatique pareil pour pouvoir comparer au même niveau. Effectivement, c'est un gros sujet que je connais par ailleurs. Les reporting réglementaires, il faut avoir en tête pour les auditeurs qui sont pas très familiers avec ces sujets, que c'est un secteur extrêmement réglementé. Alors, on en a déjà parlé dans l'épisode 4 du podcast dans lequel j'ai reçu un compliance officer. Donc, je vous invite à écouter cet épisode si ça vous intéresse. Et donc, derrière, ça génère tout un tas de process de reporting avec des équipes pour gérer, des personnes pour produire et souvent des outils de place qui sont utilisés. Donc, c'est ça, au fait, que vendait Thibaut. Il y a Régnologie, on peut citer aussi Moody's ou d'autres outils de place qui peuvent être utilisés, qui permettent d'accélérer la production, de normaliser ou d'avoir des outils où il y a déjà toutes les fonctionnalités de reporting qui sont intégrées. Très bien, Thibaut, je te remercie pour ça. Alors maintenant, si on passe justement au switch, l'entrepreneuriat, ce que tu fais aujourd'hui, comment on passe de salarié dans un grand groupe à entrepreneur dans la finance? Explique-moi. Alors, c'est une réflexion qui s'est faite en plusieurs étapes. J'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat parce que ce qui m'attire moi, c'est plutôt de pouvoir créer quelque chose. C'est et aider justement comme je peux avec mes compétences et surtout de faire un métier passionnant. Et donc du coup, de là, faut répondre à un besoin. Alors ça vient pas comme ça du jour au lendemain d'avoir une super idée. Sauf si on s'appelle Steve Jobs et encore, je suis pas sûr que c'est venu en un jour. Mais du coup, en fait, justement, pendant cette expérience chez Régnologie, ce qui m'a permis de constater, c'est que parce que du coup, j'étais en échange avec ce qu'on appelle des C-level, c'est tout simplement des personnes qui ont des hautes responsabilités. C'est eux qui vont décider. C'est des décideurs en fait au niveau groupe. Peu importe la taille du groupe, mais que ce sont des décideurs. Soit d'un point de vue côté achat, côté juridique, côté finance pure, côté trésorerie, DAF, etc. Et en fait, en échangeant avec eux, je me rendais compte que la partie réglementaire, ils n'avaient pas le choix, donc ils devaient la couvrir. La partie, par contre, financière pure, de trésorerie, quand on commence à creuser un peu le sujet, ils se rendaient compte que en fait, la trésorerie, elle n'était pas travaillée. C'est-à-dire que la trésorerie, elle reste sur un compte courant, où elle est très peu travaillée, soyons clairs. Et en règle générale, d'abord, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais c'est l'expert comptable ou les commissaires aux comptes ou le DAF ou le trésorier qui va dire « Ok, pendant un brief aux dirigeants, on a fait une super année, voilà le chiffre d'affaires, voilà le résultat net, voilà ce qui nous reste en trésorerie. Point. » Et de là, je me suis dit « Mais pourquoi vous faites pas travailler cet argent-là ?» Comme en fait, en faisant le parallèle, la trésorerie, c'est un petit peu à titre perso, ce qu'on va pouvoir faire travailler, ce qu'on peut mettre de côté. Ok, on a des livrets, donc il y a le partie compte à terme ou compte courant rémunéré pour la partie professionnelle. Et pourquoi on le fait pas travailler un peu plus cet argent-là? Et en fait, de là, j'ai commencé à me renseigner et je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Comment le faire, je sais pas trop encore. Et de là, je me suis lancé et je me suis dit, allez, let's go, on essaye. Alors, ça a pris beaucoup de temps parce que ça a pris, je pense, je vais dire à peu près un an et demi entre le moment où l'idée a émergé à la suite d'un déjeuner avec justement un DAF d'un grand groupe dont je ne citerai pas le nom, qui m'a dit si tu me trouves une solution, je te suis. Tout est parti d'une rencontre alors finalement. Ouais, d'une rencontre, d'un constat, d'un bilan et qui m'a dit voilà, si tu me trouves une solution, je te suis. Je suis un petit peu compétiteur dans l'âme, donc j'aime beaucoup le sport et notamment la compète. Donc voilà, je me suis dit ok, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc je vais essayer de trouver comment. Je sais pas si c'est possible ou pas, on verra. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à me renseigner, etc. Donc tu as commencé à évoquer la trésorerie. Comment tu définirais finalement le métier que tu fais maintenant, qui est courtier en placement de trésorerie? Donc, tu as commencé un petit peu à l'évoquer, c'est aider les entreprises à trouver des solutions de trésorerie. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? De manière très simple, très basique, comme j'aime bien le dire, pour que ça parle à tout le monde. Moi, mon job aujourd'hui, c'est de faire gagner de l'argent à l'entreprise qui est client chez Money Invest.
Alors comment on fait gagner de l'argent à l'entreprise? Bah, déjà, il faut que l'entreprise, elle ait un petit peu d'argent à faire travailler. Donc l'argent qui va rentrer, ça va être son chiffre. Ensuite, on va en déduire les charges, on va en déduire un petit peu toutes les dépenses, si vous voulez. Et derrière, il va rester ce qu'on appelle la trésorerie. Donc, il y a un fonds de roulement qu'on pourrait dire dans la partie trésorerie qui, elle, là, est un besoin en fonds de roulement, ce qu'on appelle le BFR. Donc, c'est la partie trésorerie qu'on ne peut pas toucher parce qu'en fait, c'est le minimum, pour faire simple, c'est le minimum pour que l'entreprise puisse continuer de tourner. Par contre, à côté, il reste souvent un surplus. Et ce surplus-là, c'est là où moi j'interviens en tant que courtier pour dire bah on fait alors ça se fait en plusieurs étapes. On va d'abord faire un audit, on va analyser le cahier des charges et ensuite on va aller chercher des solutions en fonction du cahier des charges. Et en tant que courtier, bah vu que je dépends pas d'un grand groupe ou bancaire uniquement, donc je suis pas monoproduit, donc en fait moi par exemple si je dois proposer une solution, je vais aller interroger 20-30 partenaires sur la place financière pour avoir le meilleur produit pour mon client. Et quand tu parles de produits, on en reviendra plus en détail sur la fin de podcast, mais c'est quoi les problèmes en général que tu vois chez tes clients? Quels sont leurs enjeux? Leurs enjeux, c'est quoi? C'est ils savent pas, à quel produit recourir. Ils font rien parce qu'ils ont pas forcément l'idée ou la formation pour le faire. Tu vois, quelles sont les problématiques que tu viens résoudre toi en tant qu'entrepreneur? Alors, il y a plusieurs. Alors, je travaille beaucoup, ce qu'on appelle en interprofessionnalité, notamment avec les experts comptables, qui ont besoin de cette casquette-là et je pense que c'est très important d'ailleurs pour eux, et les experts comptables avec qui je travaille l'ont bien en tête. C'est-à-dire que plus on va avancer maintenant, plus ils vont avoir ce rôle-là à dire, il faut faire du conseil en plus et pas dire uniquement: «C'est très bien, monsieur untel, vous avez fait une super année avec, tant de chiffre d'affaires, il vous reste tant de trésorerie, on se revoit l'année prochaine». Non, là, il y a des enjeux qui sont un peu plus importants parce que typiquement, moi, ce qui est important et ce que je mets en avant avec mes clients, on fait travailler cet argent-là. Derrière, le retour sur investissement, c'est qu'en fait, ça va vous générer X milliers d'euros, peu importe le montant, sans avoir dépensé ni du personnel, ni du temps, ni de l'énergie. Donc après, ce que j'aime bien faire avec mes clients, c'est de leur dire: «Voilà, pour avoir ce montant-là, combien il aurait fallu générer de chiffre d'affaires?» Et c'est là où on intervient et la particularité aujourd'hui, alors ça évolue parce que c'est ce que j'aime dans mon métier, hein, c'est en mouvement parce que, bah, l'économie, c'est un marché à ciel ouvert entre des acheteurs, des vendeurs et l'argent circule sans arrêt. Donc en fonction des conjonctures, ça évolue. Aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que les clients, ils veulent, de l'argent disponible, sur la trésorerie. On va pas investir de la trésorerie comme on va investir, à titre perso, ouvrir un PEA ou une assurance vie, par exemple. Parce qu'en général, déjà, on n'a pas 10 ans, 15 ans, que le mindset d'un chef d'entreprise, c'est de faire travailler la boîte, mais l'argent de la boîte, mais potentiellement, il faut que l'argent soit disponible pour améliorer le développement, racheter le concurrent, recruter une personne à un poste important, préparer la revente de la boîte aussi. Donc voilà, donc tout ça, on le fait travailler et on le fait travailler dans un cadre fiscal qui est assez avantageux parce qu'en fait, tout reste dans l'entreprise. Justement, tu parles de fiscalité, c'est une question que j'avais, on voit là pas rentrer dans des sujets politiques, je ne vais pas dire si je suis favorable ou défavorable, mais on voit globalement qu'il y a une hausse de la fiscalité, voilà, ça c'est factuel et en fait, il y a une facilité plus grande pour les hommes politiques de dire: «Bah, on va pas augmenter pour les particuliers, mais par contre pour les entreprises, on va y aller», alors plutôt les grandes, mais en tout cas, il y a un mouvement de hausse globalement de fiscalité sur l'entreprise. Est-ce que ça, pour toi, c'est un driver chez tes clients? Pour finalement essayer de trouver des solutions d'optimisation face à ces hausses de fiscalité et essayer de, trouver des leviers, finalement pour s'en sortir. Comme j'aime bien le dire, la partie optimisation fiscale, alors c'est vrai pour l'entreprise, mais c'est vrai aussi, je le conseille d'ailleurs, fortement à toute personne qui veut investir à titre particulier. La partie optimisation fiscale, ça doit être la cerise sur le gâteau et pas le gâteau. Parce que souvent quand on veut, couper la fiscalité au maximum du maximum, souvent on a de mauvaises, nouvelles à la fin. Donc ça, c'est très important. CF, beaucoup de Pinel pour les particuliers. Entre autres, voilà, je donnerai pas mon avis dessus, mais oui, c'est clair que, alors voilà, on peut citer le Pinel, on peut citer aussi, les pseudo conseillers, qui, excusez-moi le terme, mais qui vont, mettre, fourguer clairement, parce que c'est ça, du PER, enfin du plan d'épargne retraite, pardon, à des personnes donc
ça va juste les bloquer tout simplement, parce qu'il y a deux grandes façons de sortir du PER, l'argent du PER, c'est soit l'âge de la résidence principale, soit l'âge légal de la retraite. Donc je vous laisse checker ce qui se passe si vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale et si le gouvernement décide de reculer l'âge légal de la retraite. J'ai pas d'avis là-dessus, mais voilà. Donc il y a plein de choses à faire, mais oui, la partie fiscalité, c'est avantageux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en entreprise et qu'on raisonne de manière en société, déjà de base, on est soumis à l'IS. On n'est pas soumis à la flat tax à 30% ou 33%, ça aussi, c'est encore un autre sujet. Donc en fait, tout ce qui va se passer avec mes clients, ça reste dans l'entreprise. Le gros avantage qu'on a, je parle pour mon invest, c'est que du coup, nos frais, s'il y a des frais de conseil, etc., c'est fait avec l'entreprise. Donc, notre client va pouvoir les mettre dans les charges de son entreprise. Donc, ça lui coûte pas de l'argent en tant que tel. Le fait de placer de l'argent avec nous, que ce soit de l'immobilier, du financier, peu importe, ça va valoriser son entreprise parce que ça rentre dans les bilans et le compte de résultat. Et du coup, ça devient générateur aussi de cash et de revenus c'est ça l'objectif premier quand même, pour améliorer le développement. Peu importe que ça soit le développement, justement, comme je le disais, racheter un concurrent, recruter une personne avec une fonction haut placée pour justement derrière redévelopper l'entreprise. Voilà, tous ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Comment tu te différencies par rapport aux banques? Ce podcast s'appelle Inside Banking, on parle de finance aussi. Ce que tu décris finalement, c'est potentiellement des besoins qu'un client entreprise aurait envers sa banque. Qu'est-ce qui fait que ils n'ont pas forcément tous les produits ou tout l'accompagnement qui peut leur permettre, ou en tout cas, il y a besoin d'un accompagnement complémentaire. Comment tu expliques ça? Travaille avec les banques. Donc les banques sont aussi des partenaires, mais aussi des concurrents. Voilà. Aujourd'hui, voilà, soyons honnêtes, que ce soit des banques, des néobanques, c'est la base du système monétaire, bancaire, financier, au sens large, international. Donc qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est comme ça, c'est en fait. Comment je me différencie? Par plusieurs leviers déjà. Nous, c'est notre métier. Donc on fait ça tous les jours, donc c'est notre expertise d'aller trouver les meilleures solutions. Et on fait que du placement de trésorerie. Enfin, dans les faits, on fait un petit peu de gestion de patrimoine à partir d'un certain montant pour accompagner les particuliers qui le souhaitent. Mais notre métier de base, c'est le placement de trésorerie. C'est-à-dire qu'on va pas faire du conseil privé, on va pas faire du crédit, on va pas faire enfin voilà. Nous, c'est ça notre cœur de métier. Ensuite, on a une stratégie qui est personnalisée, ce qui nous permet de pouvoir, parce qu'on a une partie distance, une partie physique. Enfin voilà, on crée un lien avec nos clients. Le but, c'est qu'on s'engage un petit peu sur du moyen long terme. On a des clients qui viennent nous voir, on place sur des comptes à terme, par exemple, on travaille avec les banques pendant 2-3 mois. Après, on va aller trouver une autre solution parce que la conjoncture fait que, par exemple, en ce moment, conjoncture sur des taux bas, les comptes à terme, c'est moins intéressant, l'argent il est bloqué. De manière macro, on est plutôt sur une période un peu instable. Donc, les dirigeants veulent faire travailler le cash, mais il faut que ça soit disponible. Donc, on va aller chercher d'autres solutions. Donc, c'est là où on va se différencier. Et après, en tant que courtier, nous, on va aller frapper à la porte de plusieurs partenaires. On n'a pas qu'un seul produit à proposer dans un catalogue. C'est-à-dire que nous, on a plusieurs produits et plusieurs catalogues. Et c'est notre métier, justement, de faire le choix et de dire, OK, ça, c'est possible pour ce client-là, etc., etc. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs un large panel de partenaires avec des spécialités dans chacun de leurs services, du compte titre pour aller avoir le meilleur compte titre à proposer à nos clients, les meilleurs fonds monétaires, etc., etc. Très clair, Thibaut. Si on revient à la genèse de ton projet entrepreneurial, j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que tes compétences de sales t'ont aidé finalement pour aller vers ça? Même si du coup, c'était pas à ton compte, voilà, c'est quand même tu es vendeur, donc forcément au contact des clients, donc tu avais finalement cette habitude-là, ça peut faire peur de passer de salarié à entrepreneur. Donc ça, c'était ma première question et la deuxième question, c'est comment tu as construit ce projet? Tu as parlé pendant 1 an, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 1 an? Alors là, pour répondre à la première question, alors je suis sales, mais je suis plus
je me mets plus dans la catégorie du conseil que de la vente pure. Parce que j'ai toujours fait en fait un métier de sales avec une forte valeur ajoutée pour les clients, sur des cycles de vente assez longs, sur des projets qui allaient impliquer plusieurs services, plusieurs personnes, avec des montants assez importants. Donc on est plus sur du conseil, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu l'habitude de dire à mes clients, il vous faut une solution qui soit pas sous-dimensionnée, mais pas non plus surdimensionnée. C'est-à-dire que moi, j'aurais un intérêt immédiat à vous vendre quelque chose de plus cher pour avoir une plus grosse com, si on parle cru. Mais je pars du principe qu'un client chez qui on fait du sur-mesure va être satisfait, et un client satisfait, derrière, on va pouvoir faire de l'upsell, on va pouvoir faire du cross-sell, il va pouvoir parler de nous, il va pouvoir nous ramener des clients. Et un client qui parle de nous en bien, il n'y a pas meilleure vente en fait. Donc je pars plutôt de ce principe-là. Donc ça, c'est la première des choses. Donc j'ai toujours été dans le conseil. Donc au final, ce que je fais aujourd'hui, c'est du conseil. Alors la solution finale n'est pas forcément un progiciel et un projet au sens large, mais ça reste un projet. C'est plutôt de la finance pure. On va parler rendement, on va parler placement. Mais voilà, le but ultime, c'est quand même de répondre à un besoin pour nos clients. Pour la deuxième partie de ta question, alors comment j'ai fait? Ça s'est fait en plusieurs phases. Donc j'ai commencé à me renseigner déjà, est-ce que ça existait sur le marché? Donc là, je me suis rendu compte que bah oui, il y avait des solutions qui existaient, le compte à terme, il y avait d'autres solutions comme des contrats de capitalisation, etc., etc. Mais le compte titre un petit peu, mais c'était très vague. Mais il y avait pas non plus. C'était en fait chacun faisait ça dans sa propre maison et en fonction des besoins de son propre client en fait. Les personnes étaient en mode courtier, en tout cas à l'époque, pour faire cette partie-là. Et de là, je me suis dit ok, le digital c'est bien, mais il faut quand même une partie physique. Parce que moi typiquement, je me suis mis à la place du client. Moi typiquement, j'ai je sais pas 500 000 € ou plus, ou 2 millions, 3 millions à placer de trésorerie. La trésorerie, c'est l'argent de l'entreprise, c'est l'argent un petit peu de son bébé quand même. Donc il faut avoir du contact, et c'est ce que j'apprécie aussi. Donc j'ai décidé de partir sur un modèle un peu hybride, distance, visio, mais aussi du concret, quitte à faire des réunions à plusieurs, un petit peu comme je faisais avec les sociétés cotées en bourse au final, à la Défense, etc. Où il y avait l'expert comptable, je ramène souvent des partenaires financiers parce que j'aime bien les impliquer, pour que le client justement voit que bah voilà, c'est quelque chose de concret. Et après, c'est poser la question des habilitations, parce que c'est un métier extrêmement réglementé. Et donc là, soyons honnêtes, c'était le parcours du combattant en termes d'habilitation, donc ça a pris beaucoup de temps. En parallèle, du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que entre les habilitations, le passage à l'ORIA, enregistrer la société, l'INPI, etc. Ça prend un certain temps. On va dire ça comme ça. Alors c'est très très long. On n'est pas forcément aidé là-dessus. Faute de chance, je suis arrivé au moment où il y a eu apparemment une migration de la plateforme l'INPI, où c'était un bazar sans nom. Ensuite, derrière, bah, il faut faire toutes les habilitations. Moi, j'ai eu la chance, de par mes études et mon expérience, en fait, de pas avoir besoin de faire toutes les heures de formation, mais je devais en faire quelques-unes quand même. Mais du coup, ça m'a fait quand même gagner un peu de temps. À la suite de ça, faut être adhéré à une association qui est agréée par l'AMF, etc. Et à la suite de ça, il faut passer le dossier à l'ORIAS et après, faut être en commission. Et après, faut valider son numéro. Enfin, faut avoir le numéro ORIAS. Ça prend 6 mois. Donc je comprends le délai maintenant. Voilà, ça prend à peu près 6 mois. Sauf qu'entre-temps, bah, y a des demandes de clients qui peuvent arriver. Faut réfléchir à sa stratégie, comment on va aider les clients, qui sont nos clients. Enfin voilà, on va dire le cas un peu classique d'un business model, de monter son business model et son business plan, etc. D'accord. Bah après, il faut expliquer aussi pour les auditeurs pourquoi il y a tout ça. Bon, il y a un côté, c'est long, ça prend du temps, mais c'est aussi pour protéger finalement les clients finaux, parce que ça garantit une forme de qualité et en gros, n'importe qui peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, il y a les deux côtés, il faut trouver un équilibre. Alors, est-ce que l'équilibre est bon? Ça, c'est un autre sujet.
Mais c'est ça le rationnel. Et en France, de ce point de vue-là, il faut reconnaître avec l'AMF et les différentes certifications qu'il y a une vraie volonté de protéger les épargnants, que ce soit particulier ou professionnel. C'est très important de le souligner. Tu fais bien, Richard, en effet. Je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que donc toute personne habilitée ou réglementée à faire de l'investissement doit aussi passer des formations continues tous les ans pour valider d'une année sur l'autre ses habilitations. Donc voilà, ces habilitations aussi ont un coût. C'est pas négligeable parce que ça veut dire que, enfin, si la personne même elle est habilitée mais qu'elle a pas les moyens parce que de par son travail, donc du coup elle a pas forcément ses clients, etc. Elle peut pas passer ses habilitations. En plus du QCM, etc. Et le point le plus important, et très très important celui-là, chaque personne qui est réglementée doit fournir ce qu'on appelle le DER. Le DER, c'est le document d'entrée en relation. C'est un document qui est officiel dans lequel est indiqué qui est la personne, comment elle s'appelle, son statut, ses habilitations, parce qu'on a plusieurs habilitations en fonction de ce qu'on peut proposer comme solution, et le numéro Orias. Ça, c'est très très important parce que vous pouvez le demander et normalement vous n'avez pas besoin de le demander, il doit être envoyé dès le début de la mise en relation. Mais ça permet quand même, c'est un peu la carte d'identité professionnelle du professionnel en l'occurrence, et ça permet d'avoir quand même une certaine sécurité à ce niveau-là. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très très important et il faut le demander. Et s'il vous plaît, ne pas aller sur des pubs que vous voyez entre deux stories, peu importe le réseau social. C'est un message très important et ça fait le lien avec le sujet d'éducation financière. Est-ce que le fait d'avoir une mère entrepreneur, ça t'a aidé finalement à lancer ce projet? Est-ce que tu l'aurais fait dans tous les cas? Est-ce que ça a été un déclencheur pour toi? Est-ce que ça t'a facilité les choses? Ça m'a aidé, oui. Ça m'a aidé, surtout que derrière, elle avait des problématiques justement, qu'est-ce que je fais de mon cash? Ça tombe bien. Voilà, enfin, elle avait l'habitude avec une très bonne relation avec son banquier, mais est-ce qu'il faut comment je dois préparer ma retraite en tant que chef d'entreprise, le PER, etc. Enfin, il y a plein de choses. Donc ça, oui, ça a joué. Ça a aussi joué sur le fait que moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais l'importance en fait de pouvoir aider les gens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais sales, dans la finance, dans la tech, j'ai commencé à gagner un petit peu ma vie et du coup, j'ai réfléchi à certains investissements à faire. Donc, j'ai consulté des professionnels à l'époque, enfin, je pense qu'ils le sont toujours, mais que j'ai pu challenger. Et en fait, à la sortie, je me suis dit non, je le sens pas, parce qu'ils n'avaient pas répondu à toutes mes questions. Alors, j'étais pas professionnel et c'est là où je me suis dit mince, il y a quelque chose à faire. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à investir. Puis j'en parlais à mon entourage parce que vu que j'ai beaucoup voyagé, j'ai pas ce blocage, on va dire, de parler de l'argent de mon côté. Et en fait, de fil en aiguille, je donnais des conseils. Et les conseils, ça se passait plutôt bien. On m'en redemandait et je me suis dit, autant faire payer ses conseils, voilà, et faire un métier qui me passionne. Donc voilà, un petit peu la trajectoire, mais pas de B2C parce que déjà, je pense que en toute honnêteté, c'est pas mon cœur de cible, je maîtrise pas ça. Mais par contre, le parti B2B, ouais, ça je maîtrise. Alors avant qu'on parle un petit peu de ton activité sur LinkedIn et qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de Money Invest, je te propose de passer à la section Speed Question. Donc là, c'est extrêmement simple sur le principe, mais un petit peu plus dur à faire parfois. Je vais te demander de la rigueur et d'être bref. Donc les Speed Questions, c'est des questions courtes à laquelle il faut répondre oui ou non ou un mot selon la question, de manière très concise. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors c'est parti. Première question. Est-ce qu'il y a un tabou de l'argent en France? Oui. Tu es très rapide. Est-ce qu'il y a un problème d'éducation financière chez les dirigeants des entreprises en France? Oui. Est-ce que ton activité sur LinkedIn, justement, t'a permis de trouver des clients? Oui. On en reparlera. Est-ce que tu penses que l'accompagnement financier que tu proposes est trop souvent réservé aux grandes entreprises et négligé par les autres entreprises? Oui et non. Est-ce que tu as déjà conseillé une entreprise sur les sujets de finance qui a ensuite changé de cap grâce à toi? Oui, heureusement. Très bien. Plutôt team salarié ou team entrepreneur? Les deux. Gestion active ou gestion passive? Gestion passive pour le perso, gestion active pour le pro. Et la dernière question, est-ce qu'investir en Bitcoin pour une entreprise, c'est une bonne idée en 2025? Selon moi, oui.
Très bien. Alors peut-être tu peux développer le dernier point parce que je sais que le Bitcoin, ça déchaîne les passions. Alors surtout que là, donc on enregistre, on est le samedi 8 mars très précisément. Il y a eu pas mal de mouvements de marché, ces dernières semaines, donc plutôt à la baisse, on va dire, suite à une certaine euphorie. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Il y a eu, tout à fait, ouais, il y a eu pas mal de baisses. Hier soir, Trump a signé l'accord de faire une réserve de crypto-monnaie aux States, un petit peu à l'image de l'or. Un peu technique, mais de ce que j'ai compris, une réserve BTC, enfin Bitcoin, pardon, et une autre réserve avec d'autres crypto-monnaies. Je pense d'ailleurs que c'est en intégrant l'autre réserve avec l'autre crypto-monnaie et qui a un peu fait descendre, on va dire la hype, comme on dit en crypto. Moi, je suis un investisseur à titre perso de crypto-monnaie. Je suis pour la crypto-monnaie. Alors, je suis pas pour la partie spéculation, soyons honnêtes. Par contre, ce qui m'attire, c'est en fait le mécanisme à l'intérieur quand on va creuser le mécanisme de la blockchain, le fait que le Bitcoin, il y a un valeur, enfin il y a un nombre limité de Bitcoin. Ça, peu de gens le savent, mais du coup, enfin c'est important de le noter parce que du coup, tout ce qui est rare, en théorie, doit augmenter, je pense, en termes de valeur. Et le fait de la blockchain, alors voilà, c'est pour éviter en fait d'avoir des tiers au milieu des transactions. Si on prend un exemple, aujourd'hui, vous voulez vendre une maison, vous êtes obligé de passer par une banque pour faire la transaction, etc. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. Ça a l'avantage entre guillemets de la sécurité, enfin voilà, que ce soit plutôt pas mal. Et l'inconvénient, forcément, c'est ce que les médias parlent le plus souvent en termes de blanchiment d'argent, etc., etc. Mais la blockchain fait quand même en sorte d'être très régulée de plus en plus. On l'a vu avec Mika, c'est quand même de plus en plus régulé. Donc, enfin moi, j'adore cet écosystème-là. Donc oui, après, on investit une toute partie. On n'investit pas tout parce que forcément la volatilité est énorme, comme tu l'as souligné. Les risques sont gros et plus un actif est volatile, plus on prend des risques, plus il y a une possibilité de gain de rendement élevé, mais aussi de pertes très élevées. Donc, ça fait partie de la diversification, mais dans la diversification dans le placement, oui, je recommande de mettre une partie en crypto-monnaie. Alors, plus en BTC que crypto-monnaie, si on peut être clair. Mais voilà. Et alors sur la partie gestion active et gestion passive, tu as pas eu de réponse tranchée. Est-ce que tu peux nous expliquer ta position? Non, oui, il y a eu c'est pas une bulle, mais il y a eu la hype, la mode des ETF. On en a mangé, surtout sur LinkedIn, tous. On en a vu des ETF, les ETF qui sont super. Clairement, je recommande. Maintenant, tout ce qui est ETF actions, etc. Par exemple, moi, je le mets et je le recommande dans les allocations que je propose à mes clients. Maintenant, il y a aussi une gestion active sur certains types d'actifs, que ça soit obligataire, monétaire, etc. Où je pense que la gestion active est beaucoup plus intéressante que la gestion passive. Et après, encore une fois, mettre un ETF monde dans son plan d'épargne action, son PEA, c'est la base. On met avec un investissement programmé, peu importe le montant, tous les mois qui part dessus. Ça, c'est la base de la base. Donc là-dessus, je suis pour, je le fais à titre perso. Par contre, quand il s'agit de chercher des rendements sur l'optimisation de trésorerie, où là, on va chercher pas d'énormes rendements parce qu'on va pas faire du 15% sur 3 millions, ce serait trop risqué. Mais on a besoin d'être actif parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs macroéconomiques, conjoncture, politique, etc. Très clair. Alors, si on parle un petit peu de LinkedIn, tu as commencé à l'évoquer. Donc, c'est le canal, le réseau social sur lequel tu es actif et pour un canal d'acquisition, tu vas nous le dire. C'est quoi ta stratégie sur LinkedIn? Pourquoi tu es présent sur ce réseau social? Au démarrage, déjà, c'était assez compliqué pour moi d'écrire et de commenter, etc. J'étais pas trop
J'étais pas du tout réseaux sociaux, mais alors pas du tout. Intéressant parce que c'est exactement comme moi. Donc voilà, mon Instagram par exemple, si on prend la référence à titre perso, je crois que je dois avoir 3 photos et ça fait 15 ans que je suis dessus. Enfin voilà, enfin, je suis pas du tout là-dessus. Et en fait, ce qui m'a attiré, alors déjà chez LinkedIn, c'est que c'est un réseau professionnel. Donc ça, c'est un gros plus. Contrairement à Twitter, enfin X, mais j'y arrive pas. Pour moi, c'est Twitter. Donc X. Là, c'est vraiment professionnel. Donc ça, j'ai adoré. Et j'ai commencé un petit peu au démarrage. C'était juste pour annoncer du coup ma nouvelle fonction, on va dire, en tant que CIO, etc. Et puis après, je me suis dit, bah vu que je suis tout le temps en train de voilà de lire l'actualité économique, etc., donner des conseils à droite à gauche, bah, de commencer en fait à le faire et à le partager à qui veut. Donc vu que pour le coup c'est gratuit, autant le faire. Et de fil en aiguille, ça a commencé comme ça. Et après, je me suis retrouvé à faire bah, la fameuse météo des marchés tous les lundis que j'ai mis en place. Tu peux nous expliquer ce que c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas? La météo des marchés, c'est tous les lundis matins à 7h30. Je fais un récap de la clôture de la veille de vendredi, vendredi soir ou vendredi 17h, enfin ça dépend des marchés. Et pour la crypto, c'est plutôt vendredi minuit, où je fais la clôture de tous les marchés de la veille, enfin de vendredi, plus un récap de ce qui s'est passé en termes de performance financière sur chaque marché, français, américain, Europe, et côté Asie, sur la semaine qui vient de s'écouler. Et je fais aussi un parallèle pour indiquer la performance depuis le 1er janvier. Donc c'est un peu un récap au global de l'état des marchés financiers, avec une rétro sur une semaine. Et en plus de ça, je rajoute la partie un peu l'agenda économique avec les points importants. Et ça, je l'ai décliné donc ça, c'est tous les lundis matins. Et je l'ai décliné en les perfs mensuels, les perfs trimestriels, les perfs semestriels aussi, pour que en fait, je faisais ça dans mon coin et je me suis dit bon bah autant le faire et le partager aussi pareil. Je faisais ça tous les week-ends pour rester justement au courant de l'actualité. J'ai dit bah autant le mettre sur papier puis au moins comme ça tout le monde l'a. Alors, je partagerai ton LinkedIn aux auditeurs. Je le recommande à titre perso. Je le regarde tous les lundis. En tout cas, je pense quasiment tous les lundis. Peut-être j'ai pu te faire des infidélités parfois, peut-être. Je suis désolé pour ça. Mais voilà, blague à part, en fait, c'est un contenu très synthétique, bien fait, en 2 minutes. Ben, voilà, on peut voir ce qui s'est passé sur les marchés, les différents marchés. Donc c'est assez intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse au sujet, qui a pas envie de passer 30 minutes à faire ça. Hop, il y a tout de suite l'information de manière synthétique, visuelle. Donc voilà, je recommande fortement. Justement, pour publier sur LinkedIn, est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu te fixes je sais pas, de publier X fois par semaine? Comment tu fonctionnes? Oui, ouais, j'ai une routine. La routine, ouais, la routine, c'est, alors, bah, déjà toutes les actualités que je peux voir passer et que je me dis: «OK, ça, c'est intéressant». C'est intéressant pour moi, mais c'est peut-être pas intéressant que pour moi. Donc ça, c'est la première des routines. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est partager un peu mon quotidien, avec des cas clients, heu, expliquer un petit peu, démystifier, démocratiser l'investissement. Alors, mon métier, on l'a dit, je le répète, mais c'est plutôt côté entreprise où j'aide les entreprises à faire travailler leur cash, mais j'aide aussi, de temps en temps à titre particulier. Et donc du coup aussi de mettre un peu ma pierre à l'édifice en disant que voilà, en fait, c'est pas le monde de la finance peut paraître complexe. D'ailleurs, quand on travaille dedans, on sait plus ou moins pourquoi c'est complexe, soyons clairs. Mais le mécanisme en tant que tel n'est pas complexe. Heu, et ça doit être pour tout le monde. Alors de plus en plus maintenant, c'est quand même de bien démocratiser avec les réseaux sociaux, grâce à plusieurs personnes et plusieurs entreprises. Mais le but premier, ça a été de démocratiser l'investissement et de dire: «OK, il y a plein de solutions, mais il y a des solutions qui sont, plus intéressantes que d'autres». Et là-dessus, LinkedIn, est-ce que ça te rapporte des clients? Et est-ce que c'est des clients qui te contactent, donc ce qu'on appelle des leads entrants, ou est-ce que c'est toi qui vas prospecter des clients? Alors j'ai les 2. Alors oui, c'est, moi aujourd'hui j'ouvre LinkedIn comme quelqu'un qui ouvre son entreprise tous les matins. C'est vraiment, LinkedIn aujourd'hui, je fonctionne uniquement LinkedIn ou bouche à oreille, enfin ou voilà, ou recommandations. Et LinkedIn m'apporte des clients, soit leads entrants, soit c'est moi qui vais les prospecter.
en fonction des actualités, pareil, en entreprise, etc. Et c'est un vrai, c'est mon vivier numéro 1 de clients. On va parler maintenant pour terminer de Moninvest. Alors on a commencé un petit peu à en parler. Est-ce que tu peux nous dire peut-être, quel type de client tu accompagnes en termes de taille d'entreprise? Quels produits en général tu proposes? Voilà, comment ça se passe finalement d'être accompagné par Thibaut pour un client? Ouais, tout à fait. Alors le process, il est assez simple, hein. C'est, on fait un premier échange, ensuite on fait, une sorte d'audit pour voir, pour en dégager au final un cahier des charges. Donc dans le cahier des charges, il y a le montant qu'on peut investir. Une fois qu'on a enlevé, le machin de précaution, et cetera, mais à titre, entreprise, professionnelle. Ensuite, il y a les différents, la maturité. Donc ça, c'est combien de temps l'argent peut être, placé. Est-ce qu'il faut que l'argent soit disponible à tout moment? Oui, non, ou de manière, peut-être hybride. Ensuite, il y a la partie, risque. Est-ce que, sur l'échelle de risque, combien, est-ce que c'est plutôt un risque, modéré? Est-ce qu'on va plutôt être sur un profil dynamique, sécurité, et cetera? Et une fois qu'on a fait tout ça, moi, avec ces éléments-là, je vais mettre en place une stratégie d'investissement personnalisée, la présenter aux clients, avec les partenaires, et cetera. Et une fois que, la stratégie est mise en place, 2 possibilités pour le client. Soit il dit: «Bah non, c'est pas le bon moment, je le ferai plus tard, merci». Soit sinon, il dit: «OK, go, on y va, on lance les hostilités». Et là, du coup, je m'occupe aussi de toute la partie, on va dire, administrative, back office, mettre en lien avec les partenaires financiers. Et en tant que courtier, j'ai aucun fonds qui transite du client, chez Moninvest. C'est directement du client chez le partenaire financier, qui est, des grands noms, hein, forcément. Donc c'est très sécuritaire et flexible. En termes de type de clients, alors avant j'avais plutôt on va dire, j'étais plutôt des PME, voire même des freelances. La conjoncture fait qu'aujourd'hui, ces personnes-là ont besoin de leur cash, donc ne vont pas le faire travailler, mais vont le garder, sous forme de matas de précaution, on va dire. Donc là, on a des sociétés qui sont un peu plus grandes en termes de taille et de chiffres. Donc ça, c'est intéressant. On a aussi des startups qu'on va essayer d'aider, post levée de fonds, justement parce que, une startup, on sait que, voilà, dans son développement, elle va recruter, je sais pas, 100-200 personnes. Elle va pas les recruter en 24 heures. Donc il faut faire travailler cet argent le temps que, elle mette en place tous ces éléments-là. On aide aussi beaucoup les personnes qui viennent nous voir sur des holdings patrimoniales. Donc là, forcément, c'est pas la même stratégie parce qu'on n'est pas sur du commercial, mais sur la holding patrimoniale, on va plus avoir tendance à proposer, un type d'investissement plutôt lié à l'immobilier ou de la SCPI, par exemple, parce que, l'argent peut être, entre guillemets, on n'a pas besoin de disponibilité de suite pour la holding patrimoniale. Par contre, pour les sociétés, d'exploitation, sociétés commerciales, là, on va plutôt chercher la disponibilité, de la liquidité, ce qu'on appelle nous dans le jargon. Donc, il y a eu les comptes à terme, qui ont rapporté, pas mal, capital garanti, etc. Donc, franchement, faut pas chercher compliqué, hein, d'accord? Et ce qu'il faut se dire, faut que ça soit le plus simple possible. Et autre chose importante, c'est que le mouton à 5 pattes n'existe pas. Donc on peut pas avoir quelque chose qui rapporte beaucoup avec, On l'a pas trouvé en tout cas encore. voilà, avec, pas de capital à risque, et cetera. Non, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, c'est beaucoup de fonds monétaires. On rentre, on sort. Alors l'enveloppe, c'est du compte titre en général, mais l'idée, c'est de pouvoir rentrer et sortir à tout moment. Donc on va aller chercher des rendements et on va faire travailler l'argent. Et là-dedans, c'est quoi ton modèle de rémunération? Comment tu te rémunères? Est-ce que c'est un forfait? Est-ce que c'est un pourcentage? Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est lors de la relation? Les 2? Comment ça fonctionne? Alors j'ai une, rémunération qui est hybride. J'ai une partie frais de conseil, qui elle va couvrir, mon implication, l'audit, le cahier des charges, la stratégie d'investissement personnalisée. Et après, je fournis ce livrable-là à mon client, donc il a quelque chose de concret. Et ensuite, quand il y a des placements, alors ça va dépendre des placements, financiers, immobiliers, peu importe. Parfois j'ai des rétrocessions. Donc je suis aussi rémunéré pas par le client, mais par le partenaire directement.
Donc, c'est les 2 modes de rémunération que j'ai aujourd'hui. D'accord. C'est quoi ta vision de Money Invest à moyen long terme? Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller? Bah, j'aimerais devenir le leader, du courtage en placement de trésorerie. C'est bien, tu as de l'ambition, j'aime bien cette réponse. Ouais, non, l'idée, voilà, c'est d'être leader, déjà au moins d'avoir de plus en plus de chefs d'entreprise ou parfois même de trésoriers ou de DAF dans les grands groupes qui viennent nous voir pour, justement avoir cette possibilité-là et pas juste rester et dire: «OK, j'ai de l'argent, je fais du compte à terme». Franchement, un compte à terme, bon, déjà, il faut savoir que les rendements, c'est brut. Ensuite, les rendements qu'on donne, c'est des rendements annuels. Il y a c'est pas disponible tout le temps. Donc il y a beaucoup de choses à avoir à tête. Les comptes à terme étaient très bons, dans la conjoncture des taux d'intérêt hauts. Hauts, tout est relatif, mais d'il y a 2-3 ans. Clairement, ça, c'était top. Mais à chaque période, sa solution. Et surtout à chaque besoin et à chaque type, d'entreprise, sa solution, son besoin. C'est pas parce que le voisin fait un compte à terme qu'il faut faire un compte à terme pour vous, quoi. Très bien, bah, écoute, on te souhaite en tout cas, toute la réussite, j'aime bien quand on affiche une ambition donc voilà, je t'envoie plein de good vibes. Merci. On arrive sur la fin de notre échange Thibaut. J'ai 3 questions que je pose à tous mes invités, donc c'est parti. La première, est-ce que tu peux me recommander un livre qui t'a inspiré? Je vais être honnête avec toi, je lis pas énormément. Moins bonne réponse là. Je suis plus un fan de podcasts. Ça va, tu te rattrapes bien. Bah, ça en fait, c'est toujours pareil, hein, ça permet de bien diversifier, voilà, les points de vue et cetera. Mais le dernier livre que j'ai lu, c'était, Ne jamais couper la poire en 2, Chris Voss de mémoire. Et en fait, c'est un ancien négociateur du FBI qui, en gros, explique les différentes, façons de négocier, aussi bien je schématise, mais aussi bien face à un terroriste que face, à ton enfant qui négocie pour aller se coucher plus tard, quoi. Et aussi au milieu, forcément, dans les affaires. Et c'est un livre que, pour le coup, franchement, je recommande fortement, parce que ça permet de s'ouvrir et cetera. Et c'est un super livre. Ouais, franchement, c'est un super livre. Je connais pas, donc je le note, pour, ajouter à ma bibliothèque. 2e question, quel conseil tu donnerais au Thibaut d'il y a 10 ans? Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu te dirais? Fonce, fonce, il y a pas de bon moment, ça sera jamais le bon moment. Et autre chose qui est très important et je pense qu'il faut le souligner, c'est pas facile, on va pas se mentir. Donc de préférence, choisir un métier qui nous passionne. En tout cas, une voie qui nous passionne parce que, on compte pas les heures et c'est très compliqué et l'entrepreneuriat, c'est pas forcément ce qu'on voit sur les réseaux. D'accord? Même si on en revient à LinkedIn, hein, les likes et cetera, ça paye pas les factures, ça paye pas l'URSSAF, ça payera pas les impôts. Donc voilà, donc non, fonce, fais quelque chose qui te passionne et tant que tu essayes, c'est pas un échec, en fait. Donc pour moi, il y a que ceux qui ne font rien qui échouent au final. Mais si tu as essayé, peu importe le succès, quoi qu'il arrive, même si ça fonctionne pas financièrement, par exemple, bah, c'est pas grave. La personne, elle aura grandi, elle aura évolué, donc là-dessus, il y a pas de sujet, fonce. Et la dernière question, comme tu es fan de podcast en plus, ça tombe très bien. Est-ce que tu pourrais me recommander un expert de la finance que je devrais absolument inviter dans le podcast? Alors bon, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Il faut choisir, c'est le plus dur. Ouais, non, celui, franchement, alors, je le connais pas personnellement, mais on a déjà, discuté, par raison interposée, mais celui que j'apprécie, beaucoup, même dans son approche, c'est Nicolas Chéron. Donc aussi bien pour l'analyse, fondamentale, que technique, que macroéconomique qu'il peut faire. D'ailleurs, je lui passe un petit coucou s'il écoute le podcast, en espérant que tout va bien parce que, il habite à l'île de la Réunion maintenant. Mais voilà, c'est, une personne qui en plus, de peu d'échanges que j'ai eu avec lui, qui est très très ouverte, très 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 vrai, très sincère, notamment sur le monde de la finance. Donc voilà, je recommande. Très bien, bah, écoute, j'adorerais l'inviter, donc je lui enverrai le podcast quand il sortira. Voilà, on verra Avec s'il plaisir. répond favorablement. J'espère que ça sera favorable. Merci, c'est sympa. Peut-être pour conclure notre échange, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, un point dont on n'aurait pas discuté ou un message que tu voudrais faire passer pour conclure? Le message que j'aimerais faire passer, c'est renseignez-vous, peu importe que ça soit, voilà,
Puis il faut prendre en main ses finances pour diverses raisons, que ce soit des projets pro, perso, même la conjoncture, enfin, peu importe, on s'en fiche. Mais prendre en main ses finances pour être maître de son destin. Et pour ça, même si vous êtes pas, ça vous paraît un peu barbare le terme de la finance, se renseigner avec des vidéos, avec des livres, enfin voilà, suivre les personnes et poser des questions à des professionnels. Voilà, j'ai jamais facturé quelqu'un qui est venu me poser une question sur LinkedIn. Attention, tu vas recevoir plein de messages peut-être là. Non, mais non, voilà, ce que je veux dire, c'est que renseignez-vous, posez des questions, même poser des questions sous des commentaires de posts. Enfin voilà, il faut creuser ce sujet-là et pas juste dire ok, je fais ça parce qu'un tel fait ça ou non, prenez en main vos finances. La curiosité, c'est très important. Exactement. Parfait. Écoute, merci Thibaut pour ce très beau message de fin que je partage. Je te remercie beaucoup pour cet échange qui était très enrichissant pour moi et j'espère pour les auditeurs. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Merci beaucoup, Richard. À bientôt. Merci à toi. Salut. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu fais partie de mes plus fidèles auditeurs. Alors je te dis un grand merci. Avant de partir, je te donne 2 to-do. D'abord, si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un avis 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast et à te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Ensuite, partage cet épisode à au moins 3 personnes de ton entourage qui sont intéressées par le monde de la finance ou qui ont besoin de s'y intéresser pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Pour me contacter et accéder à encore plus de contenu, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Je publie chaque semaine 2 posts qui décryptent l'actualité financière. Tu peux aussi t'abonner gratuitement à ma newsletter mensuelle publiée sur Kessel Media. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.